À tous et bienvenue dans cette saison, dans cette spéciale édition QVT du show Tes 24 heures suffisent. Ce show, Tes 24 heures suffisent, je l'ai designé depuis décembre l'année dernière en me disant que, en fait, on a tendance à courir après le temps, à se dire, j'ai pas le temps. C'est un peu la phrase fourre-tout, la phrase valise. Et moi, j'en ai marre parce que si la journée dure 24 heures, c'est qu'il y a une raison. C'est que le corps est fait pour ne durer que 24 heures. Il y a des temps de pause, il y a des temps de travail, il y a des temps d'activité. Moi, c'est qui? Moi, c'est Fabia, je suis sparring partner, experte en gestion de projet et pirate en gestion du temps. J'utilise des outils de l'industrie pour, à des fins thérapeutiques, j'ai envie de dire, pour aider les mamans qui travaillent à se réconcilier avec leurs 24 heures, qu'elles arrêtent de dire j'ai pas le temps, qu'elles disent juste je sais exactement ce que je dois faire, quand je dois faire et comment je dois le faire. Ça, c'est moi. Ça, c'est le show. Et aujourd'hui, enfin, cette semaine, c'est la semaine de la QVT. Je vous ai amené des invités extraordinaires et je continue. Donc aujourd'hui, bonjour Fatia, merci d'être là. Donc aujourd'hui avec Julie et je vais encore continuer la semaine prochaine. Julie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Fazia. Je vais très très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci de cette invitation et de ta générosité toujours dans nos échanges, ça j'adore. Et puis merci sur cette création de ton show cette semaine sur la qualité de vie au travail. Il n'y a rien de plus nécessaire que ça dans nos quotidiens aujourd'hui. Ah, j'adore l'introduction. Julie, moi je me suis présentée. Mhm. Je sais que dans les shows habituels, c'est l'hôte qui présente l'invité, mais j'estime qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Julie, je te laisse te présenter. Comment souhaites-tu aujourd'hui te présenter sur qui tu es, ce que tu fais? Oui, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs identités, surtout quand on est sur le net et puis qu'on travaille en local aussi. Moi, aujourd'hui, je suis Julie Garel, consultante en psychologie du travail et psychanalyste, et spécialiste du burn-out depuis quelques années déjà. Excellent, excellent. Et comme ça, on rentre dans le vif du sujet. On Oui. va parler de qualité de vie au travail. Préambule, définition, quelle est pour toi la définition de la qualité de vie au travail? Alors, dans mon métier aujourd'hui, j'ai deux visions complètement différentes. Parce que la moitié du temps, je travaille avec des individus, des salariés, des entrepreneurs, des solos, qui viennent me voir et donc on regarde leur écologie, leur environnement et on travaille là-dessus. Donc on a un point de vue qualité de vie au travail qui est très centré sur l'humain. Et j'ai une autre partie de mon activité qui est en entreprise, souvent dans des petites agences banque assurance, et où là, je travaille sur l'organique, sur les risques psychosociaux. Donc là, on est plus sur une vision avec une pyramide hiérarchique, avec des strates, avec des process. Et donc là, la qualité de vie au travail, elle est très mécanique. Voilà. Donc, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est la rencontre de l'humain avec la mécanique organique. Wow, extraordinaire. Et j'aime beaucoup le fait que tu dis ça parce que, effectivement, en tant qu'individu, on a sa propre définition et son propre besoin en termes de qualité de vie au travail. Et puis, il y a l'aspect organisationnel de l'entreprise, peu importe un peu la taille, où il y a d'autres contraintes qui viennent s'imbriquer. Tu as parlé des process. Il y a bien sûr la case budget qui très vite va venir toquer à la porte. Et puis aussi, il faut trouver l'équilibre entre faire l'opérationnel, délivrer, ramener de l'argent à l'entreprise et faire des projets de fond qui est la qualité de vie au travail, l'amélioration continue en parallèle, qui pour le coup, à court terme, ne ramène pas d'argent. Et donc, l'entreprise pourrait, je ne dis pas qu'elle le fait, mais pourrait croire qu'on peut un peu le mettre sur le tapis. C'est un peu ça que j'entends. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est tout un jeu d'équilibriste. Et d'ailleurs, au milieu, on retrouve tous les RH, les RRH, qui sont au milieu de cette pyramide pour faire tout coïncider, quoi. Exact. Et j'adore le fait que tu parles du département des ressources humaines
parce que leur fonction, c'est vraiment ce jeu d'équilibriste, en fait. Quand tu regardes bien, ce sont des humains qui choisissent ce métier parce qu'ils sont passionnés par l'humain, en général, hein, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais quand ils sont en entreprise, ils font face au process. Et quand tu es salarié, tu te dis, ouais, ressources humaines, mais c'est plus ressources que humaines, quoi, tu vois. Alors qu'eux-mêmes doivent faire ce jeu d'équilibriste. Donc, merci de l'avoir mentionné, Julie. Je salue tous mes amis, tous mes contacts RH qui font du mieux qu'elles peuvent avec les moyens du bord. Merci d'être là parce que sans vous, je pense que pas mal de choses se casseraient la gueule quand même. Oui, et qui vivent une pression de folie. Voilà, Ouais. surtout aussi. Et c'est ça. Et je pense que eux, au même titre que les managers, il n'y a pas suffisamment de focus sur comment améliorer leur qualité de vie au travail à ces groupes de personnes-là. Parce qu'on se dit, bah, en général, on s'occupe des salariés, on s'occupe de l'entreprise. Le dirigeant, de toute façon, dans le code du travail, il se débrouille. Mais alors, les RH et les managers qui sont des salariés, mais qui ont des positionnements particuliers, un positionnement, voilà, qui ont des positionnements particuliers, eh ben, il n'y a pas vraiment de choses mises en place. Et c'est Ouais, difficile. ça demanderait à avoir une semaine de live rien que pour eux. Exact, exact. Donc, grande pensée à vous. Voilà, je vous le fais, c'est pas très pro, mais je vous envoie du cœur quand même. De toute façon, qui définit que c'est pro ou pas? Moi, j'ai défini que vous envoyez du cœur et du love, c'était nécessaire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, toi, Julie, tu rencontres des individus, que ce soit des salariés ou entrepreneurs, et aussi en entreprise. Quel est aujourd'hui, selon ce que tu vois, l'état des lieux par rapport à la qualité de vie au travail, par rapport à la charge mentale, à la santé mentale? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce que je peux dire très rapidement, c'est un grand déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont très bien pourvues et qui alignent parfaitement leur discours extérieur, leur marque employeur avec ce qui se passe à l'intérieur, le côté yaourt au bifidus actif, c'est-à-dire ce que tu vois à l'extérieur se ressent à l'intérieur. Et puis, il y a des structures, souvent plus petites, qui sont démunies, qui ne savent pas par où commencer. Par où commence la QVT? C'est une bonne question. Par où commence la QVT? Par quoi on commence? Et si on regarde côté individu, par quoi commence sa qualité de vie au travail? Par quoi commencer lorsqu'on veut prendre soin de soi dans son milieu de travail? Alors, c'est déjà compliqué en général comment commencer à prendre soin de soi, mais dans son milieu de travail, commencer à prendre soin de soi, c'est aussi très particulier. Et, donc voilà, c'est très ambivalent. Il y a de tout. Et surtout, voilà, pour les petites structures, c'est parfois plus compliqué. Euh, Côté financier également, l'un ne va pas sans l'autre. C'est souvent ça. Une entreprise qui a suffisamment de fonds pour le réinjecter à l'intérieur le fera. Une entreprise qui ne les aura pas mettra son argent ailleurs. Et un individu, c'est exactement la même chose. Si on a de l'argent de côté, on pourra plus facilement prendre la disposition d'aller vers un coach, un accompagnant, d'aller chez le psychologue. Lorsqu'on aura moins les moyens, on préférera continuer peut-être d'acheter sa plaquette de beurre à 8 euros. Voilà le point de vue d'aujourd'hui. C'est waouh. Là, tu viens de me mettre dans le dur, tu vois. Ah oui, effectivement, effectivement. Il y a vraiment tout cet aspect. Oui, c'est pas toujours très positif. Je sais que je ne travaille pas dans un monde toujours très positif. Alors j'essaye d'injecter de l'humour, mais là, sur la réalité de ce monde d'aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Et oui, il y a la question d'argent, la question de budget. Il y a aussi ce qu'on peut faire au quotidien qui ne coûte pas de l'argent, mais qui coûte peut-être du temps et de l'énergie. Tout à fait. Et vas-y. Oui, j'allais dire quelque chose qui ne coûte pas d'argent à soi, c'est de travailler son écoute de soi. Alors, ça peut paraître tout bête, mais si on s'arrête pour écouter une douleur, une migraine,
un mal de ventre, une entorse, on peut déjà commencer à s'occuper de soi. Si on se dit trop vite, ce n'est rien, ça va passer, ça, ce n'est pas s'occuper de soi. Voilà. Et c'est gratuit, c'est complètement gratuit de s'écouter. Et là, tu viens nous donner une pépite qui paraît extrêmement anodine, dit comme ça. Mais si seulement chaque jour, on prenait le temps de s'écouter et chaque jour, on s'entend dire ce n'est rien, ça va passer pour justement s'écouter, ça changerait tellement de choses, tellement de choses. Ce n'est rien, ça va passer. Alors le ce n'est rien, ça va passer. Julie, si tu ne l'as pas déjà fait, j'attends le post avec hâte en disant écoute, on arrête. Challenge, je prends le challenge. On arrête de dire ça parce qu'il n'y a rien de pire que de minimiser sa souffrance, peu importe le degré de souffrance en fait. Il n'y a rien de pire que de... Parce que quand tu commences à mettre quelque chose sur le tapis, très vite, ça devient gros, en fait. Et ça s'engraine, ça se gangrène et ça finit pas très bien. Aujourd'hui, toi, avec ton expertise, le sujet du jour, c'est aussi de regarder quels sont les symptômes du burn-out. Parce que tu l'as dit, tu es une experte du burn-out. J'accélère un peu, donc pour celles et ceux qui nous regardent en live ou en replay, ça va peut-être vous paraître haché, mais comme on est pris par le temps des 30 minutes et que je veux vraiment que Julie nous partage ces symptômes-là, je coupe un peu. Veuillez m'excuser. Donc Julie, quels sont, aujourd'hui, si on ne prend pas soin de soi, au fur et à mesure, ça grimpe, et la conséquence, au final, c'est un burn-out. Je caricature, je simplifie, je le sais. Quels sont les signes que toi, tu vois, que tu as envie de nous présenter pour justement se rendre compte qu'on est sur la route du burn-out? Alors, un signe que tu vas beaucoup aimer, c'est de courir après le temps. Voilà. Donc, toutes les phrases où il y a le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas pris le temps. Ce genre de phrases font que on est complètement dépassé par le présent. Donc, soit on est dans le passé, c'est-à-dire que on a des piles de dossiers sur nos bureaux et qu'on va ranger, puisqu'on n'arrête pas de le dire. Je vais ranger, il faut que je range, il faut que je m'en occupe. Donc, on a ça pour de course après le temps. Donc là, on est sur la surcharge de travail. Qui n'a rien à voir avec une mauvaise volonté ou ce genre de choses. C'est juste qu'on est dans cette course du temps. Et ensuite, on a aussi le fait d'être la tête dans le guidon. Donc, on est aussi pris dans le temps, mais sans lever la tête. Et là, on est dans le surinvestissement. Donc, on a des piles sur son bureau, on trouve qu'on n'a pas le temps de le faire, on est dans la surcharge de travail, on est la tête baissée et on travaille, on est mais sans arrêt, sans jamais voir la fin, on est dans le surinvestissement. Donc ça, par exemple, ce sont deux signes précurseurs du burn-out. Ça n'entraîne pas le burn-out. On est bien sur ce qu'on appelle scientifiquement des signaux faibles, des signaux d'alarme, des signes précurseurs, c'est-à-dire que ça, cumulé, on peut passer du jaune, orange au rouge. Donc là, c'en est deux, par exemple. Ensuite, puisqu'on court, et puisque on est voilà, en danseuse, en train de monter à vélo, la tête dans le guidon, le Mont Ventoux. Il y a la fatigue qui s'invite. Donc, elle s'invite et au travail et à la maison. Donc là, on en est à 3. On en est aux surcharge de travail, surinvestissement, et la fatigue qui vient et qui s'associe. Et je voudrais être encore un tout petit peu plus précis et factuel, par exemple, pour les salariés. Si vous apercevez que ça fait plusieurs fois que vous ne déjeunez plus avec vos collègues le midi, parce que vous voulez rattraper du retard. Alors, c'est toujours la même chose, tu vois. Je suis dans ton thème de rattraper le temps. Là, vous déclenchez un autre signe précurseur qui est celui de l'isolement. C'est-à-dire qu'on détache son lien relationnel à son équipe, ses collègues, pour donner son temps, son attention
son énergie, son bien-être en général, à des tâches que l'on n'arrive jamais à finir, en fait, de toute façon, puisque ça s'accumule. Voilà. Donc, cumuler tout ça ensemble, on se retrouve avec du surinvestissement, de la surcharge de travail. Ah, je crois que Fazia a dû avoir une petite déconnexion. J'espère qu'elle va nous rejoindre très vite. Donc, je vais rester avec vous. Donc, je disais surcharge de travail, surinvestissement, la fatigue, plus l'isolement. On en est déjà à 4 signes précurseurs du burn-out. Et là, on commence à passer du rouge, du orange au rouge. Et si je dois ajouter encore un signe en attendant que Fazia se reconnecte au live, je voudrais parler en dernier de l'anxiété. C'est-à-dire que tout ce retard qu'il peut y avoir et toute cette pression de cette surcharge de travail, toute cette culpabilité qu'on peut mettre aussi en place parce qu'on se retrouve dans un certain isolement où on a coupé le lien avec ses collègues, qu'on se retrouve... Ah, Fazia, t'es revenue. Oui. Merci beaucoup Alors, d'être revenue. Donc, je vais récupérer oui. ce que je peux te dire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu que sur YouTube, ça continuait d'y aller. Okay. Moi, je vais me connecter en même temps sur mon téléphone. Donc, pardon, j'ai souci d'internet, j'ai plus de box, ma clé 4G a planté, donc je suis en partage de connexion et c'était too much pour voilà. Donc merci Julie d'avoir pris le pli. Je vais lancer sur le téléphone comme ça, si jamais ça bug, je peux revenir. Okay. Du coup, je sais que tu as parlé de pas mal de choses. Je le réécouterai en replay. Où est-ce que tu en étais? Est-ce que tu avais fini? Eh ben, j'en étais au dernier point, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau des signes précurseurs du burn-out, c'est l'anxiété qui s'accumule avec cette culpabilité de ne pas réussir à terminer toutes les tâches qu'on a à faire et de voir tout qui s'accumule. Cette culpabilité de ne pas être avec ses collègues qui, quand ils reviennent de déjeuner, font toujours un petit clin d'œil pour dire « bah alors, t'étais pas avec nous » et tout. On fait au mieux. Si jamais ça plante, Julie, on va le refaire, on le refera depuis le début, ce live, d'accord? Mais on va faire. Donc, les aléas du direct, j'ai coupé le téléphone parce que finalement, ça ne marche pas tant que ça. Donc, tu disais le top du top des signes, c'était l'anxiété, c'était la course à la... Ouais, c'était l'anxiété. Oui, c'est ce qui vient enrober chaque instant de la vie au travail lorsqu'on a déclenché cette surcharge de travail, lorsqu'on a déclenché ce surinvestissement pour toujours essayer de travailler plus, mieux, d'être à la chasse à la reconnaissance. Lorsqu'on a déclenché l'isolement en se détachant de ses collègues, en venant plus tôt, en restant plus tard. Donc là aussi, on est dans le présentéisme. Et ou en ne déjeunant pas avec ses collègues, c'est-à-dire qu'on vient rompre le lien relationnel. Et là s'ajoute cet environnement anxieux en fait que l'on crée, que l'on auto-alimente par tous ces aspects. Et là, on est vraiment dans le rouge, c'est-à-dire que si les piles s'accumulent sur le bureau, alors là, évidemment, j'explique pour les gens dans un bureau, mais c'est exactement la même chose qui peut s'accumuler sur des tâches opérationnelles dans l'industrie. Si vous ne voyez jamais le bout de vos efforts et que vous êtes sur une course à la reconnaissance pour enfin avoir cette prime, cette augmentation, si vous êtes aussi avec cette fatigue, que vous pensez que ça va passer, là, on se retrouve vraiment sur les limites les limites extrêmes de vie du corps, et là, on n'est plus du tout dans un respect de la qualité de vie au travail. Et clairement, et du coup,
Moi, de là, j'ai deux questions. Une, c'est quand on est dans ces situations-là de burn-out, de fragilité, euh, euh, j'ai juste parlé de fragilité, il y a forcément une incidence dans sa vie perso, Bien sûr. parce qu'on est tous à les mêmes personnes. Mais derrière, il y a aussi un rôle que doit jouer l'entreprise de voir ces signaux-là. Oui. Parce que Alors, les personnes qui sont surinvesties, ils ont aussi une créativité incroyable pour cacher tout ça, en fait. oui. Il y a aussi cependant là, parce qu'on pourrait se dire l'entreprise ne fait rien, mais si la personne euh, ne le manifeste pas ou le cache, ça va être compliqué aussi pour l'entreprise, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a un énorme côté obscur à la qualité qu'est la résilience. Alors la résilience, c'est cette capacité de rebond lorsque l'on est dans l'échec. Et si je devais résumer ce qu'est la résilience, ce serait peut-être OK, c'est comme ça, j'accepte, je rebondis. Mais quand cette étape va beaucoup, beaucoup trop vite, c'est-à-dire que on accepte sans corriger et on rebondit sans changer, la résilience est contre-productive en fait. Et on se retrouve avec davantage un aveuglement qu'un rebond. Complètement, complètement. Et là, tu vois, dans ce que tu me dis, moi, ce que j'entends, parmi, tu sais, les différents drivers qu'on peut avoir dans notre éducation et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un driver dans le monde du travail qui est le sois fort et fais des efforts. Et quand on a ces deux drivers-là, ben, on a cette tendance, enfin, on a cette tendance justement à aller chercher, à faire plus, à être dans la résilience mais sans changer, qui peut conduire au burn-out au final. Alors, c'est un bon commentaire qu'on peut retrouver aussi sur les bulletins scolaires. Alors moi, j'ai 2 grands garçons, 12 et 15, donc le mot effort est toujours utilisé pour aller chercher le faire plus. Faire plus, faire mieux. Et c'est là que oui, qu'on voit cette course au mieux au travail, et qui, si elle n'est pas récompensée, est, est délétère complètement. Ah, tu viens de me donner des frissons, Julie, sur ce que tu viens de dire, parce que forcément, ça touche aux enfants et je me dis, mais on les conditionne tellement tôt, tellement tôt. Tu as parlé d'une astuce, le fait de s'écouter. Quelle autre astuce tu pourrais donner aux personnes qui, euh, qui sont dans la zone orange, enfin la zone jaune, la zone orange et la zone rouge, justement pour essayer de sortir de ce road trip to burn-out, en fait, tu vois. Je crois beaucoup au soutien en entreprise et à la force de l'équipe. Et si je devais donner un conseil, ce serait de ne jamais couper les échanges avec ses collègues. De façon toute simple, parler météo, de ce qu'on a fait le week-end, de quel film on a été voir, de ce qu'on a regardé à la télé la veille. Alors ça paraît anodin, et ça l'est sur ces sujets-là. Par contre, lorsqu'on n'utilise plus ces sujets-là, qu'on n'a plus ce type d'échange-là, le jour où on aura un besoin de parler à quelqu'un qui comprend, puisqu'il vit dans cet écosystème-là aussi, il n'y aura plus ce lien-là pour commencer l'échange. Très concrètement, comment aller parler, se confier à Jean-Michel, avec qui on s'est toujours très bien entendu, mais avec qui j'ai absolument plus le temps de discuter, puisque j'ai énormément de choses à faire et que je suis dans cette course contre le temps. Comment repartir sur un échange, enfin, comment partir sur un échange d'un sujet sensible si je n'ai plus avec lui les contacts de sujets anodins du quotidien. Qu'est-ce que tu en penses?
Je te dis, je suis extrêmement touchée de ce que tu dis, dans le sens où je fais partie de celles et ceux qui estiment que super la discussion, quoi. Tu vois? En mode, ouais, j'ai fait quoi ce week-end? En quoi c'est important, tu vois? Ouais, enfin, donc, et là, tu me renvoies en disant, oui, sauf que ce qui est important, c'est le lien social, le lien relationnel au-delà des projets. Euh, je sens quand même le besoin de me justifier, mais je vais mettre ça de côté, puisqu'on n'est pas là pour parler de moi. Mais c'est vrai que tout ce côté relationnel, tout ce côté networking et parler autre chose que le boulot au boulot, c'est aussi important. C'est ça que j'entends. Et du coup, je me sens prise là d'un grand moment de solitude parce que je pense à celles et ceux qui ont souffert de l'isolement pendant les confinements, en fait. Parce que je n'imagine même pas les dégâts que ça a pu faire et qu'on ne voit peut-être pas encore, tu vois, même 3 ans après, en se disant, il y a eu le confinement, chacun a fait de son mieux, certaines personnes se sont retrouvées isolées et peut-être qu'elles sont des burn-out, mais qu'elles ne le savent pas et qu'on découvrira d'ici quelques temps, tu vois. Donc, donc, ce que tu me dis me touche et c'est pour ça que je prends peut-être un ton solennel, mais c'est tellement important de prendre soin de soi. Tellement, tellement. Et ça passe par la connaissance de soi. C'est ça. Tout à fait. On en revient à la même chose. J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi à travers l'échange avec son collègue, parce que c'est aussi ce que nous a dit Clotilde, Clotilde Dussoulier, qui est passée dans la spéciale QVT mardi, qui a dit que c'est important d'avoir des buddies, des amis au travail à qui tu peux te confier, à qui tu peux dire les choses. Donc c'est aussi ça, si vous êtes salarié, que vous êtes au sein des équipes, ayez quelqu'un qui fasse, entre guillemets, soupape, en fait. Soupape émotionnelle, soupape, charge de travail, ça. Et quand on est solopreneur, faites la même chose. Faites la même chose, en fait. Vous dites pas, ah non, mais moi, je suis freelance ou je suis chef d'entreprise et je dois être fort et montrer que tout va bien et que je fais tel chiffre d'affaires. Avant tout ça, vous êtes un être humain, donc parlez avec un autre être humain. J'ai un peu envie de le conclure avec ça. Je ne sais pas si toi, Julie, tu veux rajouter d'autres choses. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais moi, ça me parle complètement, puisque dans un de mes projets parallèles, j'ai créé avec une associée Meet Your Buddy, qui est un algorithme qui permet aux entrepreneurs de se rencontrer. Donc, je ne le savais pas. Ça tombe à point nommé. Eh ben, parle-en. Alors, Meet Your Buddy, donc voilà, très concrètement, c'est un algorithme qui se traduit au travers de quelques questions et qui permet de détecter les valeurs intrinsèques de chacun et les comportements aussi, quelques comportements, et qui permet de venir accélérer la confiance lorsque l'on rencontre un entrepreneur et voilà, on ne sait pas trop qui on va avoir à face, donc on découvre, et pour découvrir, il faut du temps. Sauf que là, avec Meet Your Buddy, en fait, donc 2 personnes, chacun de son côté, remplit un questionnaire. Moi, je m'occupe de faire le matching, voilà. Donc c'est un peu le Tinder de l'entrepreneuriat. Ouais. Et ensuite, je les mets juste en relation. Et après, se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que soit ça reste des buddies, soit ils deviennent associés et ils lancent un partenariat ensemble. Mais ça leur appartient complètement. Moi, je suis juste là pour la mise en relation, leur faire gagner du temps sur la confiance, et puis surtout briser également, puisque moi, ma partie, c'est vraiment la santé mentale, briser aussi ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, qui touche les entrepreneurs à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans dans leur création. Absolument, absolument. Je Voilà. suis ravie je suis ravie d'en avoir parlé et que tu puisses le pitcher. C'est tellement important. Merci, merci à toi, Julie. Alors, encore une fois, merci à toi d'abord, Julie, d'avoir fait ce live de ouf, malgré, surtout à cause de tous ces petits problèmes techniques. Merci beaucoup. Merci d'avoir géré le show pendant que j'étais absente. Hein. Merci à celles et ceux qui regardent en live ou en replay. Et ben voilà. Merci à toi pour ton accueil.
Et puis, voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Julie Garel. Et je vous dis à bientôt.